Le reflet dans l'eau. Dans les montagnes du nord du Japon, où les cerisiers fleurissaient chaque printemps comme des promesses de renouveau, s'élevait le monastère de Séranzan. Ses toits courbés se fondaient harmonieusement dans le paysage, et ses jardins de pierre invitaient à la contemplation silencieuse. Un jeune moine nommé Kenzo était arrivé au monastère il y a à peine 3 ans, portant avec lui le poids d'une quête spirituelle commencée après la mort de son père. Son cœur, bien que jeune, abritait de profondes questions sur la nature de l'existence et le sens de la vie. Par une matinée d'automne, alors que les érables commençaient à se teinter d'or et de carmin, Kenzo cheminait sur le sentier de pierre serpentant entre les jardins du monastère, portant un seau d'eau pour arroser les plantes du potager. L'air était frais et pur, embaumé par l'odeur des feuilles mortes et de l'encens qui flottait depuis le temple principal. En passant près d'une petite clairière au cœur de la bambouseraie, quelque chose attira son attention. Là, presque caché entre les cannes qui se balançaient doucement, il découvrit une mare naturelle parfaitement circulaire. L'eau était si claire et immobile qu'elle ressemblait à un miroir poli par les dieux. Kenzo s'approcha lentement, comme s'il craignait de troubler cette perfection. S'inclinant au-dessus du bord de pierre couvert de mousse, il vit son propre visage reflété avec une netteté qui lui coupa le souffle. Chaque détail était visible, les lignes douces de son visage juvénile, ses yeux sombres remplis de quête, jusque dans les petites imperfections qui le rendaient humain. « L'extraordinaire » murmura-t-il pour lui-même. Jamais auparavant il n'avait vu son reflet avec une telle clarté. Au monastère, il n'y avait pas de miroir, et les reflets fugitifs sur des bols ou des surfaces polies étaient toujours déformés ou fragmentés. Mais ici, dans cette mare secrète, il pouvait contempler son visage entier, parfait, immuable. Il resta longtemps ainsi, fasciné non seulement par l'image, mais par la sensation de se voir vraiment pour la première fois. Le reflet semblait plus réel que la réalité elle-même, plus beau et parfait qu'il n'aurait jamais imaginé que cela puisse être. Les jours suivants apportèrent un changement subtil mais profond dans la routine de Kenzo. Chaque matin, après les chants de l'aube, il trouvait une excuse pour emprunter le sentier menant à l'étang secret. Au début, ses visites étaient brèves, à peine quelques minutes volées entre ses obligations monastiques. « Je vais méditer dans la forêt », disait-il au frère Giraud lorsque celui-ci s'étonnait de son absence aux sessions d'études matinales. Et techniquement, il ne mentait pas, il s'asseyait près de l'étang en position du lotus, les mains en mudra de méditation. Mais ses yeux restaient ouverts, fixés sur le reflet que l'eau lui renvoyait. Peu à peu, ses visites durèrent plus longtemps. Kenzo commença à étudier chaque aspect de son reflet comme s'il s'agissait d'un texte sacré à mémoriser. Il observait comment la lumière changeante du jour modifiait subtilement l'image, plus douce à l'aube, plus nette à midi, dorée au crépuscule. Il se mit à tenir un carnet où il notait ses « découvertes ». « La lumière de l'aube adoucit les rides d'inquiétude sur mon front », écrivait-il. À midi, mes yeux semblent plus profonds, comme s'ils renfermaient des secrets anciens. Le crépuscule m'enveloppe d'une aura dorée qui me fait paraître illuminé. Ses compagnons moines commencèrent à remarquer son absence aux activités communautaires. Le maître jardinier se plaignit que les plantes du potager se fanaient par manque de soins. Le bibliothécaire remarqua que Kenzo ne venait plus copier les sutras comme il en avait l'habitude. Même pendant les repas, son esprit semblait ailleurs. « Ma frère Kenzo, lui dit un jour l'ancien moine écheun, tes yeux ont perdu leur éclat de quête spirituelle. Qu'est-ce qui t'absorbe ainsi ? » J'ai trouvé un lieu de grande paix pour la méditation, répondit Kenzo, d'une voix évasive. Un endroit où je peux contempler la nature de la réalité avec clarté. En vérité, Kenzo avait commencé à croire qu'en cet étang, il avait trouvé quelque chose de plus précieux que tous les enseignements du monastère. Là, il pouvait se voir lui-même sans les distractions du monde extérieur, sans les jugements d'autrui, sans les imperfections que la vie quotidienne imposait. C'était, pensait-il, la forme la plus pure de connaissance de soi. Le changement arriva un mardi matin, lorsque les feuilles d'automne avaient commencé à tomber, formant un tapis craquant sur les sentiers du monastère. Kenzo se leva avant l'aube, comme il le faisait depuis des semaines, impatient de retrouver son reflet lors de sa rencontre matinale. Le ciel était plombé et lourd, chargé de nuages promettant la pluie. Un vent frais descendait des montagnes,
faisant murmurer avec inquiétude les bambous. Kenzo remarqua ces changements, mais son anticipation d'arriver au bassin était plus forte que toute préoccupation pour le temps. Lorsqu'il atteignit son refuge secret, son cœur s'arrêta. Le vent avait transformé la surface de l'étang en une mer de petites ondulations qui se croisaient et s'entrechoquaient. Son reflet de ce visage parfait qu'il connaissait mieux que celui de sa propre mère avait complètement disparu. À sa place, il voyait des fragments déformés, un œil allongé ici, une partie de joue distordue là, des morceaux de front qui apparaissaient et disparaissaient à chaque nouvelle vague. C'était comme si quelqu'un avait pris son image parfaite et l'avait brisée en morceaux, dispersant les fragments dans un puzzle impossible à reconstituer. « Non, non, non » murmura-t-il, sentant quelque chose de fondamental s'effondrer en lui. Il s'approcha du bord de l'étang, se penchant jusqu'à presque toucher l'eau du nez, cherchant désespérément un instant de calme où il pourrait voir son visage entier. Mais le vent semblait s'être intensifié, comme si la nature elle-même conspirait contre lui. Les ondulations devenaient plus prononcées, créant des distorsions de plus en plus grotesques. À un moment particulièrement cruel, il vit son visage étiré comme celui d'un démon, les yeux écartés et la bouche tordue en une grimace méconnaissable. L'angoisse qu'il ressentit fut physique, une douleur dans la poitrine, comme si l'on lui arrachait quelque chose d'essentiel. Pendant des semaines, il avait fini par dépendre de cette image parfaite pour se sentir complet, pour savoir qui il était. C'était son ancre dans un monde monastique incertain, sa confirmation qu'il existait et qu'il avait de la valeur. À présent, face à la perte de cette certitude visuelle, Kenzo se sentit comme s'il perdait son identité elle-même. Qui était-il s'il ne pouvait plus se voir clairement? Comment pourrait-il être sûr de son existence si le seul témoignage fiable avait été détruit par quelque chose d'aussi simple que le vent? Il resta là pendant des heures, espérant que le temps changerait, que le vent se calmerait, que son monde visuel se restaurerait. Mais la nature semblait avoir décidé que ce jour serait celui d'une turbulence permanente. Le désespoir poussa Kenzo à des actes qu'il n'aurait jamais imaginés. Au deuxième jour de vent persistant, il arriva au bassin armé d'une détermination farouche. Si la nature ne lui rendait pas son reflet, il se chargerait lui-même de le retrouver. Il commença par de gestes subtils. Il tendit ses mains au-dessus de la surface de l'eau, essayant de créer une barrière pour protéger au moins une petite portion des ondulations causées par le vent. Mais il découvrit rapidement que ses propres mains, en bougeant, créaient plus de perturbations qu'elles n'en éliminaient. « Il doit y avoir un moyen », se dit-il, la frustration montant dans sa voix. Il retira ses mains et essaya une technique différente, il ôta sa tunique extérieure et l'étendit comme une sorte de rideau entre lui et le bassin, dans l'espoir de bloquer le vent. Mais le tissu flottait violemment, provoquant encore plus de turbulences aériennes. Dans un moment de désespoir, Kenzo fit quelque chose qui aurait horrifié ses maîtres, il entra dans l'eau jusqu'aux genoux, pensant qu'au centre du bassin il pourrait créer une zone de calme. L'eau était glaciale, pénétrant jusqu'aux os, mais il y prêta à peine attention. Il resta immobile comme une statue, espérant que sa présence apaiserait les eaux. Au lieu de cela, chaque petit mouvement involontaire de son corps, chaque frisson provoqué par le froid, chaque battement de cœur transmis par ses jambes, créait de nouvelles ondulations concentriques qui s'ajoutaient au chaos déjà présent. « S'il vous plaît » cria-t-il finalement au ciel plombé, abandonnant toute contenance monastique. « Laissez-moi me voir encore une fois. » Ces mots se perdirent dans le vent, qui semblait se moquer de son désespoir à chaque rafale, agitant encore plus la surface du bassin. Kenzo essaya alors une autre tactique, il ramassa des feuilles et des branches tombées et les disposa autour du bassin comme une sorte de barrière, espérant créer un refuge contre le vent. Mais le vent trouvait toujours un moyen de se faufiler entre les obstacles, comme une rivière qui découvre des fissures dans une digue. Il parvint même à jeter quelques feuilles directement dans l'eau, provoquant de nouvelles perturbations lorsque celles-ci flottaient et se déplaçaient à la surface. Au terme du troisième jour, Kenzo était épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. Ses tuniques étaient trempées et souillées, ses mains tremblaient de froid et d'effort, et son esprit était complètement brisé. Il avait compris quelque chose de terrible, plus il luttait pour contrôler la situation, plus celle-ci devenait chaotique.
Son propre désespoir avait transformé le bassin en un champ de bataille où il était à la fois l'assaillant et la victime. Il s'assit au bord, vaincu, contemplant les eaux qui continuaient de s'agiter avec une persistance qui semblait se moquer de tous ses efforts. Pour la première fois depuis des semaines, des larmes commencèrent à couler de ses yeux, se mêlant aux gouttes de rosée et de pluie qui avaient commencé à tomber. Le maître Sogen dirigeait le monastère de Séranzan depuis plus de 30 ans. Ses yeux, bien que ridés par le temps, conservaient la clarté de celui qui a su voir au-delà des illusions du monde. Tout au long de sa vie monastique, il avait développé un instinct particulier pour percevoir quand l'un de ses disciples traversait une crise spirituelle. Depuis plusieurs jours, il avait remarqué l'absence progressive de Kenzo aux activités du monastère. Au début, il avait respecté ce qu'il croyait être une période de méditation intense ou d'études personnelles. Mais lorsque d'autres moines commencèrent à parler de tuniques humides suspendues à sécher à des heures inhabituelles et de l'état de plus en plus négligé du jeune disciple, il sut qu'il était temps d'intervenir. Un matin, au lieu de se rendre au hall principal pour la méditation de l'aube, le maître Sogen suivit discrètement les pas de Kenzo. Il le vit partir tôt par le sentier qui menait à la forêt de bambous, avec une hâte nerveuse et une expression anxieuse. Le maître garda une distance respectueuse, se mouvant avec la quiétude silencieuse que seules les années de pratique zen peuvent conférer. Lorsque Kenzo se détourna vers la clairière cachée, Sogen s'arrêta derrière un groupe de hauts bambous, d'où il pouvait observer sans être vu. Ce qu'il vit lui brisa le cœur. Là, son jeune disciple était assis près d'un bassin agité par le vent, des larmes roulant sur ses joues, le regard fixé sur l'eau turbulente. Ses tuniques étaient en désordre et mouillées, sa posture trahissait une profonde détresse. Sogen observa en silence pendant quelques minutes, comprenant immédiatement ce qui s'était passé. Il avait déjà vu cette crise chez d'autres disciples au fil des années, l'attachement à une expérience spirituelle apparente, la confusion entre reflet et réalité, le désespoir lorsque l'on ne peut contrôler l'extérieur. Il décida qu'il était temps de s'approcher. Il sortit de sa cachette parmi les bambous et marcha lentement vers Kenzo, produisant juste assez de bruit pour annoncer sa présence sans le surprendre. « Maître » dit Kenzo en le voyant, la voix brisée par l'émotion. Il ne chercha pas à cacher son état ni à inventer d'excuses. En présence de Sogen, tous les masques semblaient inutiles. « J'ai perdu quelque chose de très important. Je me suis perdu moi-même. »« Parle-moi, mon enfant » répondit le maître d'une voix douce, s'asseyant sur le sol humide près de Kenzo, sans se soucier de ses tuniques cérémoniales. « Et qu'est-ce que tu crois avoir perdu dans ces eaux ?» Kenzo, entre sanglots retenus, lui conta toute l'histoire, la découverte du bassin, ses visites quotidiennes, sa fascination grandissante pour son reflet, la perfection qu'il avait trouvée dans cette image, et enfin, la dévastation de la voir détruite par quelque chose d'aussi simple que le vent. « Pendant des semaines, expliqua-t-il, je pouvais me voir clairement, parfaitement. C'était comme si j'avais enfin trouvé mon véritable être. Mais maintenant tout est fragmenté, déformé. Je ne sais plus qui je suis si je ne peux plus me voir clairement dans l'eau. » Le maître écouta avec une patience infinie, acquiesçant parfois, sans juger ni interrompre. Quand Kenzo eut fini son récit, ils restèrent assis en silence, écoutant le murmure du vent dans les bambous et le doux clapotis des vagues contre les rives du bassin. Le maître Sogen ne parla pas immédiatement. Il s'installa à côté de Kenzo dans une position naturelle de méditation et ferma doucement les yeux. Sa respiration devint profonde et rythmée, et peu à peu, sa présence calme commença à influencer l'état agité de son disciple. Kenzo, d'abord surpris par le silence du maître, sentit sa propre respiration se synchroniser peu à peu avec celle de Sogen. Sans s'en rendre compte, sa posture se redressa légèrement et ses mains trouvèrent une position plus naturelle sur ses genoux. Ils restèrent ainsi durant ce qui sembla être une éternité. Kenzo, habitué à chercher des réponses immédiates, se sentit d'abord impatient. Son esprit continuait de courir vers le bassin agité, vers son reflet perdu, vers toutes les questions qui réclamaient des réponses. Mais la sérénité inébranlable du maître agissait comme une ancre, calmant peu à peu les tempêtes intérieures du jeune moine. Lentement, presque imperceptiblement, le vent commença à faiblir.
Les rafales qui secouaient les lieux depuis des jours se transformèrent en brises légères. Les feuilles de bambou, qui avaient murmuré avec inquiétude, bougeaient à peine dans un chuchotement apaisant. Kenzo remarqua ce changement, mais chaque fois qu'il ouvrait les yeux pour regarder le bassin, le maître semblait approfondir encore plus sa méditation, comme pour lui enseigner que la réponse ne se trouvait pas dans l'observation extérieure, mais dans la quiétude intérieure. Peu à peu, le bruit de l'eau contre les rives changea. Le clapot irrégulier des ondes se transforma en un murmure plus doux et rythmique. Sans ouvrir les yeux, Kenzo sentit qu'une transformation s'opérait dans l'atmosphère, mais l'exemple du maître lui enseignait de ne pas chercher immédiatement la confirmation visuelle. C'est alors qu'il commença à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Dans le silence mental créé par le silence partagé, Kenzo éprouva une sensation de plénitude qui ne dépendait pas de voir quoi que ce soit. Son identité, sa sensation d'exister, était présente indépendamment de toute image extérieure. Pour la première fois depuis des semaines, il ne ressentait plus l'urgence de confirmer son existence à travers son reflet dans l'eau. Il était là, assis aux côtés de son maître, simplement étant. N'étant pas une image, n'étant pas un reflet, mais étant lui-même d'une manière qui ne nécessitait aucune confirmation visuelle. Le maître, sans ouvrir les yeux, esquissa un léger sourire, comme s'il percevait le changement intérieur de son disciple. Sa respiration demeurait constante, mais il y avait dans sa présence une qualité silencieuse d'approbation. Lorsque Kenzo ressentit enfin la curiosité naturelle d'ouvrir les yeux, il le fit sans désespoir, sans besoin urgent, mais avec une douce curiosité, semblable à celle d'un enfant qui explore le monde sans attente précise. Lorsque Kenzo ouvrit les yeux, la surface du bassin était entièrement immobile. Tel un miroir parfait, elle reflétait non seulement son visage et celui du maître Sogen, mais aussi le ciel qui s'était éclairci, les branches de bambou se courbant au-dessus de l'eau, et les feuilles qui flottaient doucement à la surface. Mais quelque chose avait fondamentalement changé dans la perception de Kenzo. Bien qu'il puisse voir son reflet avec la même clarté que lors de ses premières visites, il ne ressentait plus cette attraction magnétique envers l'image. C'était comme s'il avait retrouvé une perspective qu'il avait perdue sans s'en rendre compte. « Vois-tu, mon fils » dit doucement le maître Sogen en ouvrant les yeux et en regardant la surface sereine. Le reflet n'a jamais disparu. Il y avait seulement l'agitation. Kenzo hocha lentement la tête, mais le maître sentit que la compréhension restait encore superficielle. Il décida d'approfondir son enseignement. « Dis-moi, Kenzo » poursuivit-il, lorsque le vent agitait l'eau et que tu ne pouvais pas voir clairement ton reflet, as-tu cessé d'exister ? Non, maître. J'étais toujours ici. Et lorsque tu voyais ton image parfaite dans l'eau immobile, étais-tu plus toi-même que lorsque tu ne pouvais pas la voir ? Kenzo réfléchit un instant. Je pensais que oui, mais, maintenant je n'en suis plus sûr. Le maître ramassa une petite pierre sur le sol et la lança doucement au centre du bassin. Des ondes concentriques se propagèrent, fragmentant à nouveau les reflets. Kenzo ressentit un léger spasme d'anxiété, mais cette fois il fut capable de l'observer sans s'y laisser emporter. L'eau, expliqua Sogen en regardant les ondes se répandre, ne crée pas ton image. Elle ne fait que la refléter. Quand tu cherches ton vrai soi dans un reflet extérieur, tu dépends de conditions qui échappent totalement à ton contrôle. Le vent, les ondes, la lumière, la position du soleil, tout peut troubler ce que tu vois. Les ondes commencèrent à s'apaiser peu à peu, et les reflets se reformèrent. Mais toi, celui qui observe le reflet, continua le maître, tu restes intact, peu importe ce qui se passe à la surface de l'eau. Ta véritable nature n'est pas l'image que tu vois, mais la conscience qui perçoit cette image. Kenzo sentit qu'un mouvement profond naissait dans sa compréhension. Alors, tout ce temps, je cherchais au mauvais endroit. Ce n'était pas une erreur de chercher à te connaître toi-même, répondit Sogen avec douceur. Mais tu as confondu la carte avec le territoire, l'image avec la réalité. C'est comme si quelqu'un essayait de trouver la lune en regardant uniquement son reflet dans un lac, oubliant qu'il peut lever les yeux vers le ciel. Le maître se leva lentement et marcha jusqu'au bord opposé du bassin. « Viens ici » dit-il à Kenzo. Lorsque Kenzo se plaça à ses côtés, Sogen désigna l'eau.
Combien de reflets de toi vois-tu maintenant? Kenzo regarda et constata qu'en effet, depuis ce nouvel angle, il pouvait voir son image reflétée, mais elle était différente, la perspective avait changé, la lumière était différente. Le même toi, dit le maître, mais un reflet différent. Lequel est le vrai? La question du maître résonna dans l'esprit de Kenzo comme une cloche éveillant quelqu'un sorti d'un profond sommeil. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, il contempla les différents reflets qu'il pouvait voir depuis divers angles du bassin, et soudain toute la structure de sa quête précédente s'effondra comme un château de cartes. Aucun n'est le véritable, murmura-t-il, puis avec plus de certitude, tous sont vrais, mais aucun ne suis-je. Le maître Sogen sourit avec une chaleur qui illumina tout son visage ridé. Maintenant, tu commences à voir clairement. Kenzo s'assit de nouveau, mais cette fois non pas pour contempler son reflet, mais pour assimiler l'ampleur de ce qu'il commençait à comprendre. Tout ce temps, dit-il lentement, j'essayais de me connaître à travers quelque chose qui n'était pas moi. Comme si je cherchais à connaître le feu en regardant seulement son ombre. Exactement, confirma Sogen. Et lorsque l'ombre changeait ou disparaissait, tu pensais que le feu s'était éteint. Kenzo leva les yeux de l'eau et regarda directement les yeux de son maître. Mais comment puis-je connaître ma véritable nature si ce n'est pas à travers des reflets extérieurs? La question elle-même est le commencement de la réponse, dit le maître. Celui qui demande qui suis-je est déjà présent. Tu n'as pas besoin de te chercher car tu ne t'es jamais perdu. Tu t'étais seulement laissé distraire, regardant dans des directions incapables de te montrer ce que tu es déjà. Ils restèrent silencieux longtemps. Kenzo ressentit une sensation étrange mais libératrice, pour la première fois depuis des mois, il ne ressentait plus le besoin compulsif de chercher son identité ailleurs. Il y avait une plénitude dans le simple fait d'être conscient, d'exister sans nécessité de confirmation. Maître, dit-il enfin, cela veut-il dire que je ne devrais jamais me regarder dans un reflet? Sogen sourit doucement. Tu peux regarder ton reflet lorsque tu as besoin de te recoiffer avant une cérémonie, dit-il avec humour. Mais maintenant, tu sais faire la différence entre utiliser un reflet comme outil pratique et chercher ton identité en lui. Kenzo acquiesça, ressentant une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. Il se leva et, pour la première fois depuis des semaines, regarda le bassin sans anxiété, sans besoin, sans attachement. Il pouvait voir son reflet clairement, mais c'était comme voir l'image d'un vieil ami, agréable, familier, mais non essentiel à son sens d'être. Il y a une dernière leçon, dit le maître Sogen en ramassant une autre petite pierre. Toute chose dans la nature peut devenir notre maître, si nous savons comment regarder. Il lança la pierre dans l'eau, créant des ondulations qui fragmentèrent à nouveau les reflets. Mais cette fois, au lieu de ressentir une perte, Kenzo vit la beauté même du mouvement des vagues, la danse de la lumière fracturée, la transformation constante qui fait partie de la nature de la vie. Les vagues ne détruisent pas le reflet, observa Kenzo avec une nouvelle compréhension. Elles ne font que le transformer. Et lorsqu'elles s'apaisent, tout revient au calme. Comme tes pensées et tes émotions, ajouta Sogen. Elles peuvent agiter la surface de ton esprit, mais ta nature essentielle reste immuable dans les profondeurs. Alors qu'il se préparait à retourner au monastère, Kenzo se tourna une dernière fois vers le bassin. Il n'était plus son refuge secret, ni son obsession, ni sa source d'angoisse. C'était simplement un bassin au cœur de la forêt de bambous, beau dans sa simplicité, parfait dans sa fonction naturelle. En marchant sur le sentier bordé de bambous, le maître Sogen dit, « Maintenant que tu as trouvé ce qui ne s'est jamais perdu, tu peux vraiment commencer ta pratique spirituelle. » Kenzo comprit que tout ce qu'il avait vécu jusque-là n'était qu'une préparation. La véritable quête n'était pas de se trouver à travers des reflets extérieurs, mais de développer une stabilité intérieure qui ne dépende pas des conditions changeantes. C'était apprendre à être comme les profondeurs calmes du bassin, immuables même lorsque la surface s'agite. Des années plus tard, Kenzo deviendrait maître et raconterait cette histoire à ses propres disciples. Il la terminait toujours par les mêmes mots. Comme la lune se reflète dans l'eau sans être troublée, ainsi le sage doit contempler le monde sans s'attacher aux images qu'il voit.
Car tu n'es pas le reflet que tu observes, mais la conscience pure qui observe le reflet. Et dans le bassin de la forêt de bambou, les eaux continuèrent à refléter le ciel, les saisons, les visages de ceux qui passaient, toujours changeants, toujours identiques, enseignant silencieusement la même leçon éternelle à qui avait des yeux pour voir.